Bonjour, voici un court extrait du premier roman de Marie Yonikoff, L'insane. La folie est un mécanisme d'horlogerie très fin. On n'en voit les rouages que lorsqu'ils se brisent. Christian Bodin, La Grande Vie, 2014. Prologue. Il rentre enfin. Je lui dis mon inquiétude et l'interroge sur le message qu'il m'a envoyé quelques heures auparavant. Il ressort brièvement, revient. J'entends les paroles qu'il prononce. Sidéré, Chronos se fige alors dans sa course effrénée, laissant échapper une ultime seconde qui s'étire, se dilate, et semble ainsi suspendue devenir éternité. Incapable de me soutenir, mes jambes se dérobent. Je chancelle. Je suis Alice, chutant sans fin dans le terrier du lapin blanc. Mes tempes battent, ma tête bourdonne, traversée par mille pensées. Mon cœur se serre, implose. Mon souffle est la vague d'un tsunami se retirant loin, bien trop loin du rivage. J'étouffe, mon Dieu, j'étouffe. Ma vue se trouble, mon champ visuel rétrécit, et ma main percute violemment son visage, dans un geste salvateur qui me ramène à moi, à ma vie fondée sur des certitudes qui soudain s'effondrent. Première partie. La folie est un mécanisme d'horlogerie très fin. Chapitre 1. Cher maître, malgré votre impatience à connaître mon sentiment sur cette affaire, je me suis jusque-là contenté de vous transmettre les informations que je pensais essentielles pour compléter, voire aiguiller l'enquête des gendarmes, car de longues semaines de recherche ont été nécessaires pour cerner la personnalité de celle qui vous intéresse. Vous trouverez joint à cette missive le rapport que vous attendiez, mais avant que vous n'en preniez connaissance, permettez-moi quelques observations en préambule. Il est d'une part probable que vous jugiez ma façon de relater le fruit de mon travail peu conventionnelle pour un policier. J'estime pourtant qu'elle permet d'en appréhender au mieux tous les aspects, car l'histoire que je me propose de vous dévoiler n'a pas la triste banalité qu'elle semble de prime abord inspirer. Je vous exhorte par ailleurs à vous garder de tout jugement hâtif. Ce précepte s'est fréquemment imposé à moi durant ces semaines d'enquête. D'autre part, je vous saurai gré de ne pas vous offusquer du caractère licencieux et parfois choquant de certains détails que je porte aujourd'hui à votre connaissance. Occulter une facette de la personnalité de cette femme serait préjudiciable à la compréhension de cette affaire. Vous m'avez demandé la vérité et je vous ai promis de vous la livrer sans fard. Ceci étant posé, venons à ce qui vous préoccupe. Exhumer le passé de cette femme déconcertante et connaître sa psychologie me paraissait indispensable pour comprendre le drame qui vous touche. Je dois admettre que je n'y serais jamais parvenu sans son aide involontaire et les confidences des personnes qui l'ont côtoyée ces dernières années. Si je suis désormais en mesure de retracer son parcours et de restituer certains de ces échanges, je suis aussi convaincu que cela ne saurait suffire à la pleine résolution de cette sombre affaire. Il me faut poursuivre mes investigations, mais les feuillets ci-joints vous apporteront un éclairage intéressant et somme toute nécessaire. Je reviendrai vers vous dès que je serai fixé sur les points nébuleux de cette enquête. J'espère être en mesure de le faire rapidement. Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, cher maître, l'expression de mes plus respectueuses salutations. H.S. Chapitre 2. Elle avait tout laissé derrière elle, ses études, ses amis, sa famille, surtout sa famille. Elle était partie à la hâte comme on fuit. Elle avait mis 1 millier de kilomètres entre elle et les siens. La mer. Elle avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. Elle avait idéalisé les rives de la Méditerranée. Son ciel clair d'été, sa vive lumière, ses odeurs d'huile solaire et de peau gorgée de soleil. Les plus impatientes, intransigeantes, elle n'avait jamais réfréné ni différé le moindre de ses désirs. Et la Côte d'Azur lui avait semblé être l'endroit parfait pour accéder à une destinée extraordinaire. Les premiers mois à Saint-Raphaël avaient été à l'image de ce qu'elle s'était promis. Et de son point de vue, sa vie aurait été bien plus exaltante si elle n'était pas tombée enceinte. Tombée enceinte. Ce sont ses propres mots, et l'expression est commune, mais que cette association d'idées est étrange. Elle convenait cependant parfaitement à ce qu'elle ressentait aujourd'hui. Elle avait échu, elle avait failli dans ses projets. Elle n'était pourtant pas du genre à admettre ses erreurs. 6 ans.
Il lui avait fallu 6 longues années pour le concéder. Au moment de prendre une décision concernant son avenir, elle s'était persuadée de ne commettre aucun impair et s'était ensuite enfermée dans ce choix. Yann était plutôt bien de sa personne, socialement prometteur et sexuellement presque aussi insatiable qu'elle. Ils formaient un beau couple. Elle aimait comme on les regardait dans la rue. Elle adorait le regard envieux des autres femmes. Amoureux, il avait souhaité qu'ils se marient avant l'arrivée du bébé. Elle n'aurait quoi qu'il en soit pas interrompu cette grossesse. Pas cette fois, pas de nouveau. La jeune femme en avait déjà fait l'amère expérience. Ses ambitions avaient été piétinées. Ses parents avaient changé d'attitude à son égard et elle avait dû se passer d'un moyen de pression très efficace. Ces humiliations étaient gravées en lettres écarlates dans sa mémoire. Lors de la naissance de son fils, elle avait cru pouvoir être heureuse. Elle serait une mère parfaite et apporterait à son enfant ce qu'elle estimait lui avoir fait défaut dans sa propre enfance. Bébé nageur, atelier d'éveil, spectacle. Lucas était éveillé, adorable, souriant. Être sa maman était valorisant. 2 années plus tard, Clara était née. Elle était d'une nature plus exigeante, plus ombrageuse que son frère. Son sommeil était capricieux. La charge supplémentaire que représentait ce nouvel enfant avait commencé à devenir pesante. Tenir le second rôle dans le scénario de la vie de ses enfants n'avait plus rien de charmant ni d'épanouissant. Elle n'avait néanmoins rien changé à l'ordonnancement de sa vie, avant la scolarisation de sa fille. Mais sa frustration avait progressivement enflé, à en éclater. À 3 ans, la petite Clara venait d'entrer en maternelle, et sa mère avait de nouveau du temps pour elle-même. La jeune femme n'était pourtant pas satisfaite. Lorsqu'elle avait choisi Yann, qu'il plaise et comble ses appétences sexuelles, avait certes pesé dans sa décision, mais seule la certitude qu'il était destiné à un bel avenir avait été déterminante. Aujourd'hui, s'il gagnait bien sa vie dans une boîte sympa, ce n'était en rien le bel avenir qu'elle avait escompté. Ses enfants, tous deux scolarisés, elle aurait pu chercher un emploi et améliorer ce quotidien qu'elle estimait médiocre. Telle n'était cependant pas sa façon de raisonner. Elle refusait de s'abaisser à des professions qu'elle jugeait subalternes et indignes d'elle, et qui n'auraient de surcroît pu apporter de changements substantiels. Elle ne voulait pas d'une existence qui se résumait à travailler pour subsister. Économiser pour réaliser ses rêves n'était pas dans ses projets. Son erreur de jugement lui apparaissait évidente. Choisir Yann n'avait pas été judicieux. Alors, plus les mois passaient, plus son mari l'agaçait, et il n'y avait d'ailleurs pas que lui qu'elle ne supportait plus. Adolescente, elle avait envié ceux qui vivaient sur les bords de la Méditerranée. Les images d'Épinal dont elle avait rêvé promettaient d'infinies vacances et la Côte d'Azur avait été son Eldorado. Elle savait désormais que le Sud avait aussi sa misère. Aznavour avait beau prétendre qu'elle était bien moins pénible au soleil, elle n'en demeurait pas moins misère. Ayant grandi dans un milieu modeste, elle pouvait la reconnaître à des détails anodins, et dans le quartier populaire où elle vivait avec Yann et les enfants, elle savait qu'elle la côtoyait au quotidien. Elle avait le sentiment qu'elle se collait à sa peau, qu'elle s'accrochait à chacun de ses pas. Elle en avait peur, comme d'une maladie contagieuse et mortelle. Cette promiscuité lui faisait horreur, et le cadre de vie était ainsi le sujet de nombreuses disputes. Quand cette jeune ambitieuse avait rencontré Yann, pensant que cela serait temporaire, elle avait accepté d'emménager dans son appartement. Elle souhaitait depuis bien longtemps quitter cet endroit qui ne lui avait jamais plu, mais Yann refusait obstinément. Il évoquait des prétextes controuvés dont elle n'était pas dupe. Ce refus était frustrant. Il la rabaissait, gratinait son amour-propre. C'étaient ses voisins de palier, pour qui elle avait si peu de considération, qui allaient réaliser son rêve de partir. Il quitterait certes Saint-Raphaël pour l'arrière-pays, mais il serait très loin de ces HLM vétustes et sans âme qui l'étouffaient. Elle aurait pu hurler sa haine pour ce quartier, dans une multitude de langues. Haïr, hate, Hessen, Hodia, Hodio. Il était pour elle impensable que Yann puisse s'y sentir bien, et qu'il se complaise ainsi dans la médiocrité. Elle le détesta pour cela. Au fil des jours, elle devint lasse d'épiloguer inutilement sur son inertie. Elle n'avait pas l'habitude de ferrailler pour obtenir ce qu'elle voulait. Yann manquait d'ambition, et ce trait de caractère, réel ou supposé, fut dès lors rédhibitoire. Toute sa personne la révulsait. Ce dégoût en était arrivé au son même de sa voix, qui l'avait pourtant séduite. Son attitude envers Yann alors changea. Voilà, ce court extrait est terminé. N'hésitez pas à vous procurer L'Insane de Marie Yonikov. C'est un thriller psychologique particulièrement
surprenant et la personnalité de Laura est très effrayante. J'espère que cet extrait vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.